Le Cercle P, fondé en 2016 par Pfizer France, a pour mission de nourrir une réflexion prospective sur la place du patient dans le système de santé. Cette année, j'ai eu l'immense plaisir de faire partie de ce groupe pluridisciplinaire. Après une année de travail, nous publions un rapport sur la place centrale des patients dans le déploiement des solutions d'intelligence artificielle. Dans l'épisode qui va suivre, nous vous donnons un aperçu de ce travail. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Pomerol, CEO de Tribune Health et membre du Cercle P. Le Cercle P a publié récemment un rapport sur la place des patients dans la construction des solutions d'intelligence artificielle en santé. Dans cet épisode, nous allons discuter de ce rapport et plus précisément de la première partie de ce rapport qui est consacrée aux conditions pour établir la confiance. Jean-François, bienvenue dans Tech Anatomy. Bonjour Anka, merci de me recevoir. Ravi d'être là pour présenter les travaux du Cercle P. Alors, ce rapport, il commence par un constat qui est assez fort. 70% des patients interrogés dans le cadre d'un sondage déclarent n'avoir jamais utilisé l'intelligence artificielle et pourtant, 88% d'entre eux veulent être informés dès qu'un outil d'IA est utilisé dans leur parcours de soins. À ton avis, comment est-ce qu'on explique cette attente d'information malgré un manque de familiarité quand même avec les outils ? Oui, je pense qu'on est au cœur du sujet sur une innovation finalement assez récente. L'IA, ça a fait son entrée fracassante dans la tête des gens il y a 3 ans avec ChatGPT. Je pense que tout le monde l'utilise un peu. En tous les cas, il a été confronté sans forcément le savoir. C'est ce que disent ces 2 chiffres. 70% des patients disent je crois pas qu'on ait utilisé l'IA pour moi en santé. Probablement qu'ils le savent, peut-être pas. Et en même temps, ils disent si l'IA est utilisée, je dois le savoir. Donc, je veux être informé et j'ai ce besoin de le savoir. Et derrière ce besoin, il y a une forme de... Ça traduit une forme d'inquiétude aussi. Je veux savoir parce que j'ai ce besoin. Aujourd'hui, quand un médecin utilise... un bistouri, un stéthoscope, on lui demande pas de savoir la marque, etc. Je pense que l'IA, le patient veut savoir parce que c'est nouveau, parce que derrière il y a un certain nombre d'inquiétudes, on en parlera sans doute, et donc il y a un besoin fort de démystification en fait. Et justement, par rapport à ça, un autre constat qui est issu cette fois-ci d'un sondage de Mapato, des patients ont été interrogés sur l'intelligence artificielle. Il y a une grande confusion dans ce que c'est et comment ça se matérialise. Certains confondent ça avec des peluches connectées, d'autres arrivent à identifier que ça peut être des outils d'aide au diagnostic. Selon toi, qu'est-ce que cette confusion dit de la manière dont l'IA est perçue aujourd'hui ? Je pense que l'IA est à la fois extrêmement vulgarisée parce qu'on en parle tous les jours. On dit voilà, l'IA elle sert dans les vidéos, elle sert dans la santé, elle sert dans la vie de tous les jours, elle est utilisée par les cadres, etc. Donc il y a à la fois une énorme présence et puis il y a, je pense, une grande incompréhension. Souvent l'IA, notamment l'IA en santé, elle est présentée de manière très technique, technologique. Elle est présentée de manière aussi sous des cadres très légaux, juridiques. Finalement, on va expliquer, mettre en garde sur l'IA et les limites de l'IA, sans forcément rendre accessible ce qu'est l'IA en santé et à quoi ça sert. Et c'est vrai que l'IA en santé, elle prend plein de formes. Ça peut être effectivement dans un outil qui va être utilisé directement par le patient, par des enfants. Ça peut être utilisé par le professionnel de santé dans le diagnostic. Donc c'est très vaste. Et comme on a une explication qui est sans doute très technologique et très juridique, ça rend difficile la compréhension fine par le patient, ouais, et de se dire à quoi ça sert, à quoi ça me sert moi en tant que patient et pourquoi c'est utilisé sur mon cas précis. Alors justement, tu parles de la façon dont on présente l'IA et justement le rapport insiste sur le problème de littératie, un jargon parfois trop technique, parfois des questions trop administratives, trop juridiques, trop réglementaires. Quelles seraient selon toi les caractéristiques d'une information qui serait vraiment utile et compréhensible pour le patient ? Je pense qu'il faut se mettre à la place du patient pour lui parler de l'IA. Le patient, il vient parce qu'il a une maladie, il attend une prise en charge, des explications sur sa maladie. Et si on rentre sur l'IA, il faut amener l'IA dans à quoi ça sert par rapport à mon parcours de soins, quoi. Concrètement, ça m'est utile en tant que patient. Et pourquoi le professionnel de santé que j'ai en face de moi a recours à cette IA, en quoi ça l'aide, en quoi ça améliore le parcours de soins. Et je pense qu'il faut
être très concret sur l'utilisation de l'IA et très peu technique. C'est pas le modèle de données, c'est pas le type d'algorithme qui intéresse le patient, c'est en quoi ça. Pourquoi c'est utile ? Pourquoi j'en ai besoin ? Pourquoi je suis mieux si vous, docteur, vous, professionnel de santé, vous utilisez l'IA plutôt que de ne pas l'utiliser ? Et je pense que c'est un discours très illustré par rapport à la situation de chacun qui permet de faire comprendre l'intérêt de l'IA dans un parcours de soins. Et on va parler dans un instant du rôle que peuvent jouer justement les professionnels de santé et les sociétés savantes à cet égard. Mais avant ça, il y a aussi l'idée de se dire que aujourd'hui, on doit pouvoir se baser sur les professionnels de santé pour expliquer cette intelligence artificielle, expliquer aussi peut-être certaines limites, répondre à certaines craintes. Comment est-ce que tu vois le rôle de ces professionnels de santé dans l'explication de ces outils d'IA, sans pour autant se dire qu'on rajoute une charge supplémentaire ou des actions supplémentaires à leur cahier des charges qui est déjà bien rempli ? Je pense qu'il y a une relation de confiance évidente entre le patient et son médecin ou son professionnel de santé. Je pense que c'est la base de la relation qu'on a tous avec le médecin, et que d'ailleurs, quand on n'est pas en confiance avec son médecin, souvent on en change. Donc il y a une confiance qui est forte, qui existe, et je pense que c'est sur cette confiance qu'on peut bâtir justement la confiance dans l'utilisation des outils que fait le médecin. Et encore une fois, parce que l'IA c'est un outil nouveau en santé, on a un effort de pédagogie, d'explicabilité, d'explication qui n'est pas nécessaire sur un outil qui est déjà bien connu. Aujourd'hui, faire une radio ou un scanner, c'est devenu quelque chose d'assez commun. Les gens savent ce que c'est que l'imagerie médicale, donc on n'a pas le même besoin d'explicabilité. Là, en IA, c'est quelque chose de nouveau. C'est une technologie en plus sur laquelle on l'a vu dans les échanges qu'on a eus au Cercle P. Il y a beaucoup de fantasmes, d'inquiétudes sur les données, sur le risque d'une médecine qui deviendrait standardisée, ultra déshumanisée presque, où l'IA, la machine remplacerait le médecin. Donc je pense que parce que c'est une technologie nouvelle, elle n'a pas encore trouvé sa vraie place naturelle, et que ça nous envoie sur un effort de pédagogie, et que cet effort de pédagogie, il doit être tourné vers le concret, vers le pratique, vers mes préoccupations, moi en tant que malade, en tant que patient. Et dans ce contexte-là, le médecin, il a un rôle essentiel, parce que c'est la personne de confiance à qui on confie son problème de santé et à qui on demande des solutions par rapport à ce problème de santé. Et cette confiance, elle est là. Je pense pas qu'il y ait de patients et de professionnels de santé sans confiance. Et donc, c'est lui qui peut, par cette relation qu'il a pu créer, cet espace de confiance qu'il a pu créer, amener la confiance sur les outils qu'il utilise, donc sur les outils d'IA. Et je pense que c'est un rôle essentiel et central. Une des propositions fortes de ce rapport, c'est de dire qu'on peut se baser sur les sociétés savantes qui font foi dans leur ère thérapeutique pour devenir des relais de cette information et des relais de cette confiance. Selon toi, comment est-ce que cela va se matérialiser ? Qu'est-ce que les sociétés savantes devraient être amenées à faire concrètement pour bâtir cette confiance ? C'est qu'aujourd'hui, on a une information vis-à-vis des patients, vis-à-vis du public, sur l'IA en santé, qui est très l'information réglementaire. C'est-à-dire que on communique en se conformant à la réglementation, à la loi. Donc une information qui est finalement juridique, qui du coup est assez complexe, en général pas tellement lue, et assez peu utile, parce qu'elle est basée sur la conformité à des réglementations. Et on s'est dit, on a travaillé sur dire comment on dépasse ça, et comment on amène plus de valeur dans l'explication. Et là, on a dégagé 2 autres niveaux d'information. Le premier, c'est les sociétés savantes. Les sociétés savantes, elles sont organisées par spécialité, et elles ont une expertise dans un domaine bien précis. Et on est convaincu que ces sociétés savantes, d'ailleurs un certain nombre a commencé, peuvent s'approprier l'IA, et notamment travailler sur l'intérêt de l'IA dans ce domaine, dans cette spécialité. Et l'intérêt, c'est-à-dire à quoi ça peut servir dans ma spécialité, en cardiologie par exemple, en radiologie, en biologie, en neuro, à quoi peut servir l'IA ?
quel est son périmètre d'action, dans quel moment elle apporte un bénéfice pour le patient, pour le professionnel de santé, et comment je la valide et comment je mets des guidelines d'usage. Et ça, je pense que les sociétés savantes sont probablement les mieux placées, spécialité par spécialité, pour faire ce travail. Ça reste un travail qui va être assez scientifique, assez global, et c'est pour ça qu'on a distingué aussi un troisième niveau qui, lui, va davantage s'appuyer sur le médecin, et qui, lui, va descendre jusqu'au niveau du patient, au niveau de chaque cas. La spécialité, elle parle à l'ensemble de la communauté de patients qui est concernée. Le médecin, il va parler à celui qui est en face de lui, au patient qui est en face de lui. Donc je pense qu'on a vraiment ces trois niveaux. L'aspect juridique, il est nécessaire, mais il amène pas beaucoup de valeur dans la relation patient-professionnel. On a l'aspect société savante qui vise une communauté, un groupe élargi, et puis on a le médecin qui est en face à face avec son patient. Et donc je pense qu'on a besoin de ces trois niveaux jusqu'à l'approche très terrain. Et justement, en parlant de cette approche très terrain, ça a débouché sur une autre proposition forte du Cercle P, qui est de se dire qu'on pourrait permettre aux établissements de santé et aux médecins de communiquer sur l'usage qu'ils font de ces outils d'IA comme des marqueurs différenciants pour les patients qui souhaiteraient être pris en charge dans ces établissements. Comment tu vois la mise en place de cette proposition? Comment elle pourrait être perçue aussi par les acteurs à qui elle est destinée? Oui, ça c'est un sujet difficile. En tant que professionnel de santé, en tant que médecin, expliquer pourquoi on utilise l'IA, quel est l'intérêt pour le patient qu'on a en face de nous, c'est du temps. Et les médecins, ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est des notions assez complexes. C'est pour ça d'ailleurs que la littératie est des fois trop inaccessible. Donc expliquer des choses complexes en peu de temps, simplement, c'est pas toujours évident. Évidemment, on peut imaginer d'avoir des petits guides. Ça existe déjà dans des tas de domaines, des guides pour le patient sur dans ce scénario, dans cette relation, à quoi ça sert l'IA, comment c'est mis en œuvre, quelles sont les garanties, quelles sont aussi les limites, etc. Donc on peut avoir des guides d'explication qui fait un effort de pédagogie. Je pense que c'est indispensable, mais je pense que c'est aussi dans la relation orale qui se crée. Et donc là, on a le problème de quel temps on peut consacrer à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, une des idées, c'est de dire, finalement, de renverser en disant, c'est aussi l'intérêt du professionnel de santé que d'expliquer comment il peut améliorer ses pratiques, améliorer sa prise en charge, et donc finalement valoriser son travail par l'intelligence artificielle. Donc finalement, de faire de l'IA non seulement un outil, mais aussi un allié dans la création de la valeur qu'on va amener aux patients. Et de dire, finalement, c'est moi, médecin, qui te prend en charge, professionnel de santé qui est en face de toi, qui a cette relation, mais je suis meilleur si j'utilise l'IA, et donc je valorise l'IA comme un outil de différenciation et de valorisation auprès du patient. Et donc ça, c'est dans un dialogue. Voilà, on est conscient qu'on n'a pas un temps infini, mais que c'est aussi un élément de valorisation du métier du professionnel de santé que d'expliquer en quoi il va utiliser l'IA et en quoi c'est mieux pour son patient. C'est aussi quelque part une vision un peu plus responsabilisante pour le patient qui serait à même de choisir là où il souhaite être pris en charge sur la base de plein de critères, dont l'utilisation d'outils de pointe qui intègrent l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui n'est pas encore forcément un réflexe aujourd'hui pour un patient quand il est pris en charge. Oui. Aujourd'hui, quand on réserve un patient sur une plateforme, etc., on cherche pas, ou on n'a pas forcément l'information. D'ailleurs, est-ce que ce médecin qu'on va réserver, quel outil il utilise, et est-ce qu'il utilise l'IA? Je pense que c'est un élément de différenciation qui va se faire. En tous les cas, dans certaines spécialités, c'est évident. Bon, on a envie d'un médecin, mais on a envie d'un médecin qui utilise les dernières technologies, dont l'IA, et parce que ça maximise tout simplement nos chances en termes de prévention, de diagnostic, de parcours de soins. L'IA, c'est sur tous les domaines de la médecine. Donc je pense que c'est un élément effectivement qui va devenir un élément de choix. Encore faut-il avoir l'information. Et c'est là où c'est une autre de nos propositions, c'est que il y a vraiment un appel à l'action côté patient, de dire il faut aussi être acteur finalement de l'IA en santé en tant que patient, s'y intéresser. Il y a des communautés de patients, il y a des associations de patients, donc
travailler aussi à la conception, à l'évaluation de ces solutions. Et je pense que la confiance, elle passe par le médecin, par l'explication, par la compréhension de la valeur que ça délivre pour le patient. Elle passe aussi par son implication dans l'appropriation de ces outils et pas seulement être passif en disant bon, voilà, on utilise une IA ou mon docteur utilise une IA, mais de dire moi en tant que patient, je me suis investi et j'ai pu participer à travers des associations, etc., à la conception, à la compréhension de ces outils, à leur démystification. Je pense que c'est un sujet hyper important en tant que patient, être acteur finalement de l'arrivée de ces solutions IA en santé. Parce que dans le rapport, on cite 2 acteurs quand on parle de cette proposition justement de trouver des relais de confiance dans les sociétés savantes. On cite les sociétés savantes en elles-mêmes. On cite aussi l'Agence du numérique en santé comme un acteur qui peut aider les sociétés savantes, notamment par des labels et un accompagnement sur ces notions. C'est de ça dont tu parles quand tu dis que il faut avoir des acteurs qui puissent indiquer dans quoi on peut mettre sa confiance et qu'est-ce qui serait un bon outil pour aider le choix du patient. Oui, il y a, l'appel à l'action, il est large. Il est effectivement aux patients de s'impliquer, de devenir acteurs. Il est évidemment aux professionnels de santé qui ont un rôle pour moi central, essentiel dans l'explication et donc dans la création de cette confiance et faire de l'IA un outil comme un autre. Finalement, c'est ça le but à terme, c'est que l'IA soit un outil intégré au parcours de santé comme des tas d'autres outils. Et puis c'est au pouvoir public, donc aux autorités, effectivement, de faire en sorte qu'il y ait un espace qui soit créé dans lequel on sait que ces solutions ont été conçues, ont été validées et que on peut les utiliser avec encore une fois un usage bien précis qui en définit l'intérêt et les limites, mais que dans ce contexte-là, on a une maîtrise de l'IA, que c'est pas une boîte noire. Et là, il y a vraiment l'appel à l'action sur toute la ligne. Le patient qui doit être acteur, le professionnel de santé qui doit être le principal moyen de diffusion et de valorisation et d'utilisation de l'IA, et puis les pouvoirs publics sur effectivement une forme de labellisation, de création d'un espace numérique de confiance en santé. Une des particularités du Cercle P, c'est qu'on essaie aussi d'avoir des propositions qui sont très concrètes, certaines actionnables sur le court terme. Et justement, on s'est beaucoup posé la question de savoir si on souhaite informer les patients sans tomber dans ce jargon technique, comment on le fait, quel support, qu'est-ce que tu retiens des échanges qu'on a eus ? Oui, c'est toujours un peu difficile. Moi, je pense que il y a des guides de vulgarisation qui existent. Moi, je travaille dans le domaine de la cancéro. Voilà, j'ai un cancer. Comment ça va se passer ? Ou vivre avec le cancer, ou vivre après une prise en charge pour le cancer, reprendre le travail. Il y a des tas de petits guides comme ça. Qui sont très utiles parce que effectivement il y a plein de gens qui sont passés par là avant, et donc quand on rentre dans ces maladies, c'est évidemment extrêmement angoissant, c'est un bouleversement de sa vie, et d'avoir des retours, des guides, des partages d'expériences de gens qui sont passés par là avant et qui disent comment ils ont fait et comment ils ont vaincu la maladie et comment ils ont appris à vivre avec, c'est essentiel. Et je pense qu'en IA c'est pareil, on peut avoir des guides qui donnent des usages, des exemples concrets d'utilisation, qui expliquent ce que c'est. Encore une fois, c'est un peu compliqué. L'IA, c'est de la data science, c'est des mathématiques, c'est de la statistique. Donc, c'est des notions il y a un effort de pédagogie qui est indéniable. Sinon, c'est pas facile. Donc, je pense que ça, c'est la bonne approche, parce que réalistiquement, dans une consultation médecin-patient, on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Donc, je pense que le guide sert à ça, mais je pense après que ça remplace pas quelques phrases, quelques mots, un temps d'échange avec le médecin. Et il faut les deux, à mon avis. Il faut de la littérature vulgarisée pour les patients qui sont concernés, qui vont prendre le temps parce que c'est des maladies qui les engagent et qui impactent leur quotidien, donc ils ont envie de savoir. Et en même temps, le médecin qu'on a en face de soi, qui en quelques phrases va permettre de bien situer concrètement pour toi comment ça a été utilisé et quel en a été le bénéfice, et éventuellement quels en sont les risques. Et justement, c'est une parfaite transition, parce que je voulais t'interroger aussi sur ces limites, ces risques que tu mentionnes.
Aujourd'hui, comment on peut faire pour informer le patient sans ouvrir toute une porte sur ces limites dans laquelle on créerait d'autres angoisses et d'autres craintes? Comment est-ce qu'on les explique sans tomber justement dans ces angoisses? On a vu dans les interviews qui ont été faites que la peur ou les inquiétudes sur l'IA en santé, finalement, c'est les inquiétudes qu'on a sur l'IA d'une manière générale. C'est qu'est-ce qui va devenir de mes données, quels sont les risques de biais qui peuvent être induits par un algorithme, est-ce que ça va pas remplacer la relation humaine et finalement faire une médecine hyper technique, hyper déshumanisée. Voilà, c'est ça les grandes inquiétudes. Est-ce que le médem va avoir encore son pouvoir de décision? Sa place, ou est-ce qu'il va finalement s'en remettre, faute de temps, faute d'esprit, de suffisamment de temps d'esprit critique, de s'en remettre à l'algorithme sans forcément le questionner, alors qu'on est chacun un individu différent. Et donc on a un algorithme qui est le même pour tout le monde. Alors il a été entraîné sur une diversité de données, donc évidemment il est capable d'appréhender cette diversité, mais on est quand même chacun un individu, et donc on s'attend à une prise en charge individualisée voilà. Donc ces craintes-là, moi je pense que on ne peut pas les lever sans aller sur des exemples très concrets. Moi, je pense beaucoup à la pédagogie par l'exemple et de dire, voilà, aujourd'hui, on est en consultation parce qu'il y a telle maladie, parce qu'il y a telle situation, et concrètement pour toi, l'IA, ça veut dire ça m'a permis de mettre en place un programme de prévention qui est plus personnalisé, d'anticiper des risques d'évolution de la maladie, d'avoir un diagnostic qui est peut-être plus précis, d'avoir un parcours de soins qui va être plus adapté, justement au contraire, plus personnalisé, parce que l'IA a pu faire tourner des algorithmes qui permettent de déterminer le meilleur protocole thérapeutique, et cette individualisation du parcours, moi médecin, j'ai pas le temps de le construire pour chacun de mes patients. En revanche, si j'utilise l'IA, elle va me faire une partie du travail finalement de planification, d'évaluation, qui est assez chronophage, assez fastidieuse. Elle va me décharger aussi d'une charge mentale sur comment je dois gérer ça. Et donc finalement, je peux retrouver du temps médecin pour toi, pour cette explication et pour cette prise en charge. Donc voilà, donc si on donne des exemples concrets, et ça va être évidemment différent selon qu'on va avoir un patient qui est dans un parcours en oncologie ou sur du diabète ou sur d'autres maladies chroniques. Voilà, on va avoir des usages, des scénarios d'usage de l'IA extrêmement différents. Mais je pense qu'il faut le ramener sur, voilà, aujourd'hui on n'est pas sur une IA générique. On est, toi et moi, en consultation, moi professionnel de santé, toi patient, et voilà concrètement comment on l'a utilisé, et voilà pourquoi c'est mieux pour toi. Et donc, à côté, oui, il y a de la donnée, oui, c'est de l'algorithmie, oui, il y a de la statistique, mais concrètement, voilà, et voilà comment je l'ai utilisé moi, et voilà pourquoi c'est mieux. Et je pense que ça permet de lever toutes les appréhensions. Pour conclure notre échange, des rapports sur l'intelligence artificielle en santé, il y en a plein sur le rôle du patient, il y en a certains aussi. Qu'est-ce qui différencie ce travail de ce qu'on peut voir par ailleurs, et pourquoi est-ce qu'on encourage nos auditeurs à l'écouter, à le lire, pardon? Non, je pense que c'est un travail, c'est un an de réflexion. On vient d'horizons différents. Moi, je crois beaucoup, on a parlé sur, on est chacun unique, mais et dans cette diversité se crée justement l'espace qui permet d'amener des idées nouvelles. Donc moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec le groupe. On a des métiers, des approches différentes, des parcours différents. Donc je pense que ça c'est très riche. Et moi j'ai beaucoup aimé l'angle qui est de dire finalement quelle est la place des patients l'IA et quelle est la place des patients dans l'IA en santé. Donc c'est pas de dire quel est le rôle de l'IA ou pourquoi l'IA en santé, etc. Mais c'est de dire quelle est la place et quel est le rôle que peuvent avoir les patients dans l'IA en santé. C'est pour eux qu'on développe de l'IA en santé. A priori, toutes les applications qui sont développées en santé visent un patient, visent une meilleure prise en charge de la maladie. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'angle différent qu'a pris le Cercle V, c'est de dire
quelle est la place du patient? C'est bien de travailler pour lui, mais quelle est la place et comment il peut être acteur? Donc ça, c'est un angle qui est hyper intéressant et qui nous invite à effectivement à se poser ces questions et à lire le rapport, à participer aux travaux de suivi. Moi, ma conviction forte, en tant que membre du Cercle P, mais en tant aussi que dirigeant d'une entreprise en digital IA, c'est que l'innovation technologique en santé, elle n'a de sens que si elle est utile, que si elle est comprise, donc acceptée, et que si elle est accessible à tous. Voilà. Et c'est ça les enjeux derrière ce rapport, c'est faire en sorte que toutes ces innovations, elles trouvent leur place, elles soient utiles, elles soient acceptées par le médecin, le patient, c'est les conditions de l'utilisation, et qu'elles soient accessibles à tous. On veut évidemment que ça soit pas limité à quelques patients informés, ou etc. Donc faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de ces bénéfices de l'IA en santé. Jean-François, merci. Merci encore.